On Bienvenue à explose tous les donc, records. pour ce second live Twitch avec Jean-Baptiste Guégan. Évidemment, notre 4e épisode de Macroscope aujourd'hui. Donc, normalement, notre Macroscope qui est plutôt notre format géopolitique. Aujourd'hui, on va plus parler de politique que de géopolitique, je crois. Parce qu'on va parler du livre de notre invité du jour, le livre qui est La République du foot, voilà, que JB nous montre sur sa partie. Donc La République du foot, c'est quoi? Édition Amphora, ça sort le 31 mars. Ça sort demain. 31 mars. Demain, il sera disponible partout. Il sera disponible dans les librairies, il sera disponible dans les Fnac. Vous pourrez même aller le chercher chez le voisin américain Amazon. Vous pouvez les commander chez votre libraire indépendant. C'est mieux. Regardez vos libraires indépendants. Ouais, achetez-le. On ne gagnera pas beaucoup d'argent dessus, mais vous serez content. Et puis, plus à 15 jours d'une élection présidentielle, ça permet de faire un petit état des lieux. Et vous saurez enfin pour qui il faut voter. Je ne suis pas sûr que vous saurez à la fin de ça qui vous... Mais peut-être ça renforcera votre incertitude plus. Mais vous aurez passé un bon moment. Voilà. Et ça, avant d'aller voter, c'est vachement important. JB, nous, on te connaît un petit peu. Il y en a qui te connaissent un petit peu moins. Est-ce que tu pourrais juste te présenter avant de lancer ce live pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, j'ai envie de dire que je suis d'abord un supporter du PSG, d'où ce superbe maillot, il faut le dire. Magnifique. Accessoirement, je suis enseignant. Ma spécialité, c'est la géopolitique du sport. Je suis un des spécialistes français de la question. Et puis, je suis aussi auteur. J'ai écrit une histoire populaire du PSG avec Clément Pernial, justement, notre absent à qui on passe le bonjour. Et puis là, qui est co-auteur de ce voilà. bouquin. On n'a pas précisé qui est co-auteur de La République du foot. Et le dernier qui sort, c'est La République du foot, qui sort chez Amphora. Donc, maison d'édition chez qui on est allé pour sortir un bouquin sympa qui a été formidable, honnêtement. Et on est très contents, voilà. Et à côté de ça, je fais plein de choses. J'ai des étudiants, j'ai des lycéens, je fais du consulting. Je suis aussi sur 11e art avec toute l'équipe. Ouais. Et puis aussi chez nos potes de Paris United. Ils vont faire aussi pas mal de choses bientôt. Donc voilà. Plein d'activités différentes. Exactement. Et Clément, du coup, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Clément? Alors Clément, très simplement, au départ, c'est au sujet de l'enquête de Mediapart sur le PSG. À l'époque des débuts de Paris United sur le net, il avait décroché une interview des journalistes de Mediapart qui avaient sorti les Football Leaks concernant le PSG. Et Mousse de PU m'appelle en me disant « Est-ce que tu veux aller avec Clément faire l'interview des gars de Mediapart ?» On est assez étonnés par ce qu'ils ont sorti et on aimerait en savoir plus. Ayant 2-3 compétences en économie du sport, connaissant un peu bien le PSG, j'ai accepté. Donc, on s'est retrouvés d'abord dans un café. Ensuite, on a fait l'interview qui a été très, 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 très houleuse. Et puis c'était sympa. Et puis, on a parlé des 50 ans du PSG. Et puis, très rapidement, c'est parti dans la boucle. Pourquoi houleuse l'interview? Parce que disons qu'on n'avait pas la même lecture de ce qu'était le PSG, le football, le sport professionnel, globalement la vie, quoi. Après, tu veux dire qu'ils interprétaient ça, et ça permet de faire un lien avec ton bouquin, ils interprétaient ça politiquement, tandis que vous aviez une lecture plus neutre de ce qui sortait comme info? Alors, disons qu'on avait une lecture qui était certes assez proche d'un supporter du PSG, mais qui était surtout un petit peu plus objective que la leur. Et effectivement, eux, c'était clairement politique. Ça a été aussi ça a été clairement aussi orienté pour faire de l'audience. Parce qu'ils savaient qu'en allant taper sur le PSG, pas sur les autres clubs, c'était plus facile. En allant taper sur le PSG, tu savais aussi que tu pouvais avoir un discours anti-Qatar et anti-pays du Golfe. Tu savais aussi que derrière, ça allait rameuter des gens. Et puis, c'est tout de suite beaucoup plus facile d'aller parler, comme le font certaines ONG, de pays qui ont une certaine visibilité que du reste. Donc, le PSG, c'est le club sur lequel on tape plus facilement que sur Ajaccio, Clermont-Ferrand ou Brest. Ouais, ça a plus de visibilité. Ça me permet de rappeler que j'ai oublié de t'introduire, Alex. Donc, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la fameuse personne dont on se moque régulièrement dans Poteau Carré pour son âge très avancé. Alexandre Comme vous le voyez sur mon visage, voilà. La soixantaine bien passée. Bien tassé, ouais. Ok, très bien. Bon, merci pour cette double présentation. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le sujet du bouquin. D'ailleurs, on ne présente pas Aval. Écoute, attends, c'est vrai, ça, c'est vrai. Les gens me connaissent, tu sais, sur la place publique, je suis représentant. Val, personnage charismatique, dont l'obsession première est de trouver la bonnette de son micro. Exactement. Très satisfaisant de cette bonnette.
Voilà. En termes d'ego personnel. Non, évidemment, Val qui est le moteur de ce média sans qui on n'aurait jamais mis tout ça en place. Et il aime pas trop la flatterie, mais il mérite Ah bah bien. voilà, on l'appelle le grand architecte, hein, nous, hein. Oui, D'ailleurs, on est obligé de jeter des pétales de fleurs quand il passe parce que sinon, Bah, il vient plus, il fait à sinon il distance. vient plus. Hein. Ouais. On va parler de ce bouquin ou pas du tout? Tu vas dire ce bouquin, Ce bouquin, La La République République du du foot. foot, tout à fait. JB, est-ce que tu peux nous expliquer, première question, comment, et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous suivent sur ce live à poser leurs questions dans le chat. Évidemment, on les posera ensuite à JB. Mais moi, ma première question, c'est de savoir quelle a été un petit peu votre démarche. Comment est-ce que vous avez eu l'envie d'écrire ce bouquin et d'où est venue l'initiative et pourquoi? Bah, au départ, on voulait rebosser ensemble avec Clément. Et puis, on avait une idée, c'était de faire quelque chose autour du foot, c'est de la passion des politiques pour le foot. Au départ, on n'était pas parti sur ce type de livre-là. On était parti sur un livre où on aurait été capable de montrer la passion des politiques et de sortir de l'idée de l'instrumentalisation de l'usage du foot à des fins politiques. Bon, ça, c'était l'état d'esprit au départ. Donc, on s'est dit, on va vraiment montrer la, la version la plus noble des rapports entre le politique et le football. Et puis, bon, il y a la Je rigole réalité. parce que j'ai lu le bouquin, moi, donc c'est pour ça que Ouais, c'est clair. Et après, il y a un truc qui s'appelle la réalité. Et après une quarantaine d'entretiens, on a compris que on allait devoir changer le pitch. Hein. Donc, non, on a été assez surpris. On y allait vraiment plein d'espoir. J'ai presque envie de dire naïf, alors que j'ai déjà écrit 9 bouquins, que je fais de la géopolitique du sport. À part quelques-uns, on a été très surpris par ce qu'on nous a dit, par ce qu'on a entendu, par les réactions des uns et des autres. Il y a eu d'excellents moments, d'autres moins bons. Ça donne un bouquin que l'éditeur a aimé. Et ça, on est content. Franchement, le forum nous a vraiment aidé là-dessus. Ils ont vraiment été très cool. Et quand il a reçu les 330 pages, à part avoir fait une attaque en me disant, les gars, vous êtes sérieux? Il nous a dit, OK, bon, on va tout faire pour regarder. Et donc, on sort un bouquin. Voilà, il aurait pu être plus gros. Hein. Il n'y a pas le chapitre que j'avais prévu sur le Qatar, sur OMPSG, il n'y a pas tout ça. On en parle, hein, mais pas aussi, de manière aussi développée. Et ça donne un bouquin assez cool. Ma mère est en train de le lire, par exemple. Pourquoi JB, tu parles de naïveté? Parce que vous avez attaqué le sujet en vous disant que la considération du foot en France avait changé et que le politique avait plus le même rôle qu'avant. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez optimiste presque? On s'est dit changement de génération, parce que LREM, ça a aussi amené un dégagisme et donc un renouvellement des élites politiques. On s'est dit aussi, on a beaucoup de mecs de notre génération, de la génération finalement intermédiaire, donc des gens qui ont entre 28 et 45, qui ont vu le foot, qui ont vu les matchs, qui ont vu la victoire des Bleus, qui ont vu la victoire des clubs français, donc une culture plus large. Et puis, il y a quelque chose, hein, c'est l'effet Internet et l'effet réseau. On n'a jamais eu autant de contenu de qualité. Il y a 10 ans, c'était que ce foot. Aujourd'hui, vous avez des médias dans tous les sens qui font des choses qualitatives. 11e art, c'est exactement ça. Je pense par exemple à l'émission d'Ourcade, que je cite dans le bouquin, etc. Parce que, du coup, il y a une appropriation par le grand public du thème football, c'est ça que tu veux dire? exactement, il y a une vraie acculturation du football. On ne regarde plus le football uniquement sous l'angle des résultats, même si c'est encore quelque chose de prédominant. Et donc, on s'était dit qu'il y avait forcément eu un phénomène d'infusion, que ça avait, par capillarité, touché tout le monde. Et donc, on a commencé à contacter les uns les autres. Donc, on est allé voir les députés, on a sollicité les anciens présidents de la République, le président actuel. On a regardé les entourages des candidats à la présidentielle. On est allé voir des grands témoins, de Manuel Valls, en passant par Jean-François Lamour, qui était l'ancien ministre des Sports de Jacques Chirac. On a sollicité pas mal de journalistes. Nathalie Yanetta, El Kabash, Pascal Pro, voilà. Et puis plein d'autres encore, qui ne sont pas forcément dans le bouquin parce qu'il a fallu un moment de les réduire. Je pense au gars de l'After, bon, voilà. Et c'est vrai qu'on était parti avec, je me souviens, on envoyait les premières questions en disant, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est pas du tout montrer les choses négatives, l'instrumentalisation, c'est montrer la passion, montrer l'engagement, montrer qu'on a des vrais supporters. Et puis, on a eu les entretiens. et on a eu d'excellents moments, puis on a surtout vu ceux qui n'y connaissaient rien, quoi. Alors, dans l'ensemble, on a eu de la chance parce que tous ceux qui ont accepté de nous répondre avaient quelque chose à nous dire.
Et puis, Comment ça s'est fait? Attends, juste avant que tu rentres dans le détail justement des interviews, comment ça s'est fait les démarches? Vous vous êtes dit quoi? Vous allez taper un peu partout sur tous les chiquiers politiques. Vous allez chercher des mecs de gauche, d'extrême droite, alors, etc. initialement, on avait prévu de rester dans le camp républicain, dans le camp des valeurs de la démocratie. Donc, il y avait au moins 2 partis qu'on n'avait pas envisagés. Et puis, bon, rattrapé par d'autres phénomènes, hein, comme le fait de donner la parole à tout le monde, on s'est dit qu'on allait aussi aller du côté des fans du petit bonhomme du Trocadéro et de Marine, la fille d'eux. Donc, on a Parle de vu Zemmour, hein, effectivement. pour ceux qui ne l'ont pas, le petit Voilà. bonhomme du Trocadéro, c'est Eric Zemmour. Donc, on a vu tout le monde, ouais. En tout cas, on a essayé d'avoir tout le monde. Et il y a une exception, et là, c'est notre faute. J'en parlais avec un ami, justement, hier, c'est Fabien Roussel. Parce qu'au moment où on a envoyé les premières demandes, on était persuadé que les communistes allaient s'aligner sur LFI. On n'était pas sûr qu'ils sortent un candidat. Et on a raté le moment Roussel parce que nous, on a rendu le livre fin décembre, début janvier. Et la hype Roussel, elle a commencé après. Et on n'y a pas pensé. Ce qui doit être un peu une frustration aujourd'hui parce que Fabien Roussel a quand même proposé. Enfin, moi, j'ai vu passer sur Twitter qu'il avait proposé quelques mesures intéressantes en termes de football pour notre championnat. Je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais j'ai vu passer des 2-3 mesures intéressantes dans son programme. Je pense que d'abord, c'est quelqu'un qui humainement a été sympa à rencontrer. Et puis, je pense qu'on aurait pu avoir un vrai échange parce qu'il est plutôt nature dans ses interventions. Après, on serait peut-être fait une viande, d'ailleurs, ensemble. Voilà, c'est plus pour la vanne. Mais plus simplement, non, ça c'est peut-être le seul manque sur l'échiquier politique. Après, il y en a qui ont refusé de nous répondre. Il y en a qui nous ont baladés. Et ça, je pense que tu vas me poser la question. Donc là, D'abord, avant de te poser la question, il y a Ruud Gullit, et qui est Jules Quitté, donc membre de l'équipe 11e art, qui nous dit qu'il avait cru que c'était Messi, le petit bonhomme du Trocadéro. alors lui, c'est l'emploi fictif du Trocadéro. Je te rappelle que c'est pas Lionel Messi d'ailleurs, c'est son cousin. Jean Messi. Jean Messi. C'est Jean Messi. Voilà. C'est comme dit Maria, c'est pas le vrai, c'est l'autre. Nous, on a la version, c'est même pas la version Wish. C'est la version Wish, mais argentine. Je sais pas pourquoi j'ai répété ce commentaire de Jules, parce que c'était sûr que tu allais partir après, en vrai, dans tous les sens, dit pareil. Non, mais moi, j'adorais Léo Messi, hein, mais quand il était au Barça. De toute façon, ça gagnait pas, donc on n'avait pas de problème. Et puis, tu rêvais. Sous maillot du PSG, il m'a pourri mes vacances en arrivant, parce que du coup, j'ai dû faire des interviews dans tous les sens. Et tout ça pour ça, se faire éliminer bêtement par le Real, sans parler du prochain Classico qu'on a intérêt à gagner, hein, parce que sinon, je pense que ça va être le feu. Voilà. Sur le bouquin, du coup, dans les interviews que vous avez eues, la question que tu t'es auto-posée il y a 15 secondes, qu'est-ce qui vous a refusé et pourquoi? Alors, on a une première frustration, c'est de ne pas avoir réussi à voir Nicolas Sarkozy. Oui, je pense qu'il est compréhensible. Normalement, il doit avoir le livre là, dans les jours qui viennent. On sait qu'il déjeune là, prochainement avec quelqu'un qu'on connaît. Et c'est notre regret parce qu'on avait déjà essayé de l'avoir pour une histoire populaire du PSG. On sait que c'est un vrai amateur de football. On sait qu'il connaît très bien notre club de cœur qui est le Paris Saint-Germain. Et s'il y a un président de la République qui n'a pas eu de chance avec le foot français depuis 30 ans, c'est lui. C'est-à-dire qu'il est quand même tombé en plein Aïsna. Ouais. Donc, bon, après, Hollande a eu les attentats quand même. Hein. Oui, mais c'est hors sport. Il n'a pas une Aïsna. Quoi. Ouais. Oui. Il n'a pas une Aïsna. C'est-à-dire, en termes de retour de karma, c'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est quand même le seul président, t'en avais aucun, qui avait cette appétence pour le football et un vrai suivi, une vraie connaissance. Et on ne l'a pas eu parce que voilà, son agenda personnel ne correspondait pas au nôtre. Bon, l'actu a fait que c'était plus compliqué. Après, il y en a un qui nous a baladé longtemps, François Hollande. Hein, on le remercie. D'ailleurs, je pense que le livre lui rend hommage. Parce que après nous avoir dit que c'était possible, finalement, il s'est désengagé. Donc, c'était une marque de confiance. Hein, on l'a vraiment pris comme ça. Et Emmanuel Macron, le contexte n'était pas bon. Le contexte, il n'était pas dans sa séquence sport. On a fini le livre trop tôt. On ne pouvait pas leur porter davantage parce qu'il fallait être prêt pour sortir. Sa séquence sport est arrivée après. On sait qu'il a eu nos questions parce qu'il les a eues par 3 personnes différentes. On sait qu'on lui a conseillé aussi de ne pas forcément répondre.
et d'attendre la séquence sport. Donc peut-être que on l'aura plus tard. Peut-être qu'on aura l'occasion de lui remettre. On l'invitera à la soirée de lancement. Ce qui n'empêche pas ces trois parties très intéressantes où dans le livre, vous développez chacune des facettes de ces trois présidents qui sont, quand on lit le bouquin des présidents très, du moins connaisseurs du foot et intéressés. Vous avez tous les deux, vous avez gardé une objectivité, je dirais, dans la description. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui a changé avec ces trois hommes-là par rapport aux présidents d'avant dans leur attrait pour le foot? C'est moi qui ai écrit le chapitre. J'ai appelé ça, contre l'avis de Clément, le trio des amateurs. Non pas parce qu'ils n'y connaissent rien, mais parce que c'est les premiers présidents de la République en exercice qui sont des vrais amateurs de foot, qui le suivent. Nicolas Sarkozy, on sait son appétence pour le PSG, on l'a déjà vu passer dans l'équipe du soir. François Hollande s'est aussi illustré. Ce qu'on sait moins, c'est que François Hollande a failli avoir une carrière, en tout cas il s'est rêvé à un moment donné en footballeur pro. Manuel Valls nous a gentiment expliqué qu'avec lui qu'il y croyait. Ouais. Il y a plein d'anecdotes de Sicile dans le bouquin. Il y a 2-3 punchlines assez sympathiques. Et puis, Emmanuel Macron, c'est quand même celui qui a construit la totalité de son premier quinquennat, si tant est qu'il y en a un deuxième, autour justement de l'Olympique de Marseille, des Bleus, à tel point que c'est le premier président footballeur-coach. C'est-à-dire c'est quand même le seul à avoir été capable de donner des conseils à Clairefontaine aux joueurs. Quand tu regardes les interviews, parce que j'ai refait toutes les interviews, tous ces passages télé, et à chaque fois qu'il a pu parler de foot, il est très fort là-dessus. Et donc, il a construit une partie de son image autour de l'Olympique de Marseille, autour des Bleus, autour d'Mbappé. Il y a le doc juste après la présidentielle de 2017 là où il... Mais c'est le doc en vérité qui lance tout. C'est ça. Ça crée quelque chose. Mais après, il y a même avec Mbappé, il y a le truc avec McFly et Carlito. T'as l'impression qu'il c'est... Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait qu'en plus, il a des vraies relations étroites avec Mbappé. En tout cas, ils échangent assez régulièrement. Et là, on est justement dans ces liens entre sport et politique, à un très haut niveau de visibilité médiatique, d'influence. Bon, c'était normal qu'ils se rencontrent. Et puis en plus, les deux sont des anomalies pour leur génération. Parce que normalement, un président de la République à cet âge-là n'est même pas en situation d'être dans un grand ministère. Lui était déjà président. Et puis Mbappé, bon, on n'a pas besoin de parler de lui. Donc, on est vraiment là-dessus. Et c'est vrai que là, on a une génération aujourd'hui d'hommes politiques qui, pour prétendre à la plus haute marche, finalement celle de l'Élysée, sont obligés de parler de foot. Souvent, on parle correctement. Et c'est vrai qu'on aurait aimé faire un peu plus. Mais là, entre la guerre en Ukraine et l'instabilité géopolitique, c'était très, très compliqué d'avoir Emmanuel Macron sur un agenda court. Je pense qu'un mois et demi après, ça aurait été peut-être davantage gérable. Mais c'était tout late. En tout cas, on sait qu'il a vu nos questions. On sait que le livre va lui parvenir bientôt. On a l'impression, dans ce que tu dis en lisant le livre aussi, qu'il y a une problématique qui pourrait résumer le bouquin, c'est récupération politique, d'accord, mais à quel moment ils sont sincères en fait? À quel moment c'est vraiment une part de passion qui parle et un calcul politique? Et surtout, comment on fait, nous, pour déchiffrer tout ça et pas être un peu, tu vois, les supporters bêtes qui vont se dire « Ah, Macron, il est pour l'OM, c'est trop stylé. Ah, il est pote avec Mbappé, c'est trop stylé. » C'est effectivement la question qu'on s'était posée au départ. C'est-à-dire que quand on a sollicité les uns les autres, on leur a dit, nous, on va vraiment être premier degré. C'est-à-dire, on veut vraiment savoir quel est l'état de votre passion. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous savez du foot, qu'est-ce que vous en aimez, quels sont les moments. Donc, chaque entretien commençait par une série de 5 à 6 questions autour du passé, du premier match vu, le premier club suivi, le premier club supporté. Donc, les grands moments. Et puis, on a vu qu'il y avait vraiment des biais générationnels. Il y en a qui étaient à bloc. Je pense à Roland Lescure, par exemple, le député des Français de l'étranger. Il a parlé du PSG, qui est revenu sur les grands matchs. On a eu Éric Diard, le député des Bouches-du-Rhône, où là, c'était Marseille, à jamais les premiers. En plus, il avait 2 supporters du PSG en face de lui. Donc, c'est drôle, on a ramassé. On a bien rigolé. Et puis, on a eu des gens assez exceptionnels qui étaient plutôt tournés rugby, mais je pense à Cormier-Bouligeon, par exemple, de La République En Marche, ou à Régis Juanico, celui qui a été peut-être le plus impressionnant de tous les députés, parce qu'il maîtrise vraiment le sujet.
C'était vraiment intéressant. Donc, on a eu toutes les générations qui nous ont parlé des Verts, d'autres qui nous ont parlé du Marseille des années 80, d'autres de clubs plus récents. Et ouais, c'est cette sincérité-là qu'on est allé chercher. Quand on a un Sacha Houlier, par exemple, qui vient nous parler de sa passion de Marseille, qui n'a pas pu rentrer justement dans un club d'ultra parce qu'il était étiqueté politiquement, on voit la frustration, mais on voit aussi ce que ça lui a permis de comprendre du milieu des supporters, et notamment des plus investis d'entre eux. Et cette question de la sincérité, on l'a sondée tout au long du livre. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ceux qui en parlent le plus et ceux qui en parlent le mieux sont souvent ceux qui le connaissent le mieux. Ils sont sincères, ils ne sont pas exempts d'une réflexion politique derrière, que ce soit en termes de communication ou de mobilisation, mais ils savent qu'en parler, c'est naturel. Tous ceux qu'on a vus et qui nous ont donné l'impression qu'ils maîtrisaient le sujet, alors qu'ils ne le maîtrisaient pas, ou qu'ils faisaient semblant, d'abord, en 6 questions, parce que c'est très simple, hein. Quand vous avez quelqu'un qui est capable d'aller vous chercher, on est allés tous les chercher. C'est comme nous, quand on te parle du Qatar, au bout de 6 questions, on sait que tu n'y comprends plus rien, quoi. Mais voilà, il est perdu. Exactement. Et ça a été pareil. C'est-à-dire qu'on les a challengés et on a très vite vu où étaient les limites. Et il y a Jean-Baptiste Guégan qui demande, il y a Jules qui demande est-ce que maintenant qu'il connaît autant de politique, Jean-Baptiste Guégan va devenir un pourri? Telle est la question. Écoute, ça dépendra de l'argent que va me verser 11e art. Tu vas pas devenir un pourri, Ouais, du coup. tu peux compter sur nous. Ouais. Voilà. Donc la sincérité, les gars. Non, pour finir de répondre à ta question, on a vu par exemple que certains partis politiques avaient un positionnement qui était clairement opportuniste. D'autres avaient un positionnement qui n'était même pas opportuniste, qui était juste lié à une élection. C'était pire que ça. Et puis certains qui te le disent très franchement. Et ceux-là, on accepte. Ils nous ont dit, écoutez, je ne connais rien. J'aime pas ça, c'est pas mon sport. Par contre, je suis dans l'obligation de m'y intéresser parce que les gens qui m'ont élu, eux aiment ça. Et c'est ce que nous a dit très justement Jean-François Labon. Il nous a dit toute personne qui est un élu de la République et qui vous dit le foot, ça ne m'intéresse pas, j'ai juste envie de lui dire à ce moment-là, tu as un mandat électif, comment tu fais pour représenter les gens qui, eux, sont intéressés par ça? Jean-François Lamour, qui est l'ancien directeur de la communication, si je ne dis pas de bêtises, de Jacques Chirac. Et qui était surtout ministre des Sports, médaillé olympique d'escrime, une des grandes figures du sport. Et ça a été un entretien qui a été incroyable parce que. Voilà, je disais Jacques Chirac parce que à la base, Jacques Chirac n'a aucun attrait pour. C'est ce que tu décris dans le chapitre dédié à Jacques Chirac, justement, que Jacques Chirac n'a aucun attrait pour la politique, mais qu'il avait très bien compris que c'était un élément majeur. Je ne sais pas à quel point je peux rentrer dans les détails, donc tu me coupes. On peut en parler un peu. Tout l'intérêt du chapitre, je laisserai à nos futurs lecteurs le soin de lire l'ensemble. Mais tout l'intérêt de Chirac, c'est pour moi 2 moments. C'est 98, c'est pas forcément la victoire. Il la récupère pas de manière opportuniste, il est plus subtil que ça. C'est le moment où il remet sa Légion d'honneur à Aimé Jacquet. Il lui glisse quelque chose à l'oreille. Vous verrez, vous trouverez la réponse dans le bouquin. C'est assez savoureux. Et puis il y a un deuxième moment, c'est la finale en 2006. On est sous Raymond Domenech. Chirac est encore présent. Et il y a le fameux coup de boule de Zidane. Ce qui se passe, c'est que personne ne comprend. Personne ne regarde Zidane à ce moment-là. Et dans la tribune présidentielle, on s'affole un peu. Et Chirac intime l'ordre à Jean-François Lamour de lui expliquer ce qui s'est passé. Donc, Lamour essaie de trouver, puis à un moment donné, on voit les images arriver. C'est objectivement le premier arbitrage vidéo. Aujourd'hui, on le sait. Jacques Chirac fait quelque chose qu'on ne sait pas. Il descend dans le vestiaire. Donc, l'équipe de France est abattue. Elle vient de perdre une finale de Coupe du Monde. Raymond Domenech vient de demander. Je crois que c'est à ce moment-là où il demande. Non, c'est l'Euro. C'est l'Euro juste avant, ouais. En tout cas, tu as Raymond Domenech qui est là. Et Jacques Chirac s'enferme pendant un quart d'heure avec Zinedine Zidane. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit. Personne ne sait ce qui est sorti de cette conversation. Jacques Chirac, jusqu'à la fin de sa vie, n'en a jamais reparlé. Jean-François Lamour l'a sollicité des dizaines de fois. Il n'a jamais voulu dire ce qui s'était dit. Ça a été pareil du côté de Zidane. Et ce qui est assez intéressant avec Chirac, et c'est tout ce qu'on a voulu montrer quand on en parle, c'est ce rapport humain. Alors, c'est toujours ce qui ressort avec Chirac. C'est le côté... il y a une intelligence émotionnelle et une intelligence sociale qui va bien au-delà du calculateur politique et du communicant. Et par exemple, Aimé Jacquet, il fallait le soutenir en 97. Parce qu'en 97, il y a la moitié de la France contre lui et l'équipe qui ne veut qu'une chose, c'est qu'il sorte. Et tout le monde lui disait, mais c'est un loser, il va perdre la Coupe du Monde chez nous. Bon.
Bon, et c'est ça qui est intéressant avec Chirac. C'est tout ce qu'on a essayé de montrer, et c'est toutes ces petites anecdotes, et il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein, ouais. Ouais, Moi, j'ai appris moi qui suis milieu des années 90, j'ai moins connu cette période. Enfin, c'est vraiment le tout début de la période où j'ai commencé à suivre le foot. J'ai appris plein d'anecdotes vraiment super sympas. Donc voilà, ceux qui sont dans mon cas. Bon, toi, Alex, évidemment, tu connaissais déjà Alex, tout, il est là mais depuis au moins Alex, 62. ouais. Hein. J'y ai participé, j'étais là. Juste une Voilà. petite aparté parce que je vois qu'il y a des questions qui se posent sur le tweet, sur le live, pardon. Ne vous inquiétez pas, je les vois et on les posera au fur et à mesure. Et pour répondre à Captain Valou, non, tu n'as pas encore loupé la partie sur Jean-Luc Mélenchon où Non, ça arrive. Jean-Baptiste On en parlait. il va rentrer dans le détail. Saint-Jean-Luc. Est-ce qu'on a fait le tour sur Chirac? Est-ce que Moi, Chirac, ça a été l'un des moments de bravoure du bouquin. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a des choses qu'on avait lues nulle part. Pourtant, on a travaillé autour. On a eu un Lamour qui s'est davantage lâché que dans d'autres livres, qui nous en a donné plus. Et je trouve que ça permet aussi de replacer autour de Chirac cette idée que le foot lui a permis de gagner des élections. Quand on regarde bien, et ça c'est important, les sondages remontent, parce que du coup j'ai regardé tous les sondages de l'époque, ça remonte sur 2 mois, et on oublie une chose, c'est qu'il y a le doublé 98-2000, qu'en 2001, il y a le match France-Algérie, qui est un vrai dynamiteur pour le FN, au dire même des stratèges du FN. Hein. Ça leur a servi, ça les a vraiment servi, et il y a le 21 avril 2002 derrière. Donc, malheureusement, le foot, il s'en est pas servi plus que ça, mais ça lui a permis de comprendre aussi peut-être une autre France. Voilà. Donc pour Chirac, ouais, moi, ça m'a permis de recoller des images d'adolescence, d'enfance, de réorganiser ça, et pour bien connaître Chirac, pour avoir lu beaucoup, beaucoup de choses sur lui, ça rajoute encore quelque chose. Ceux qui aiment l'histoire, la politique, c'est ceux qui aiment Chirac, ou qui ne l'aiment pas du tout, seraient, à mon avis, inspirés de le lire. Il a pas mal de choses sympas. Non, mais c'est ça qui est trop bien dans le livre, c'est justement cette corrélation que vous arrivez à faire tout au long du bouquin, hein, pas que sur Chirac, mais entre les faits et le rôle que ça a eu, sans pour autant d'évaluer ou pas le personnage. Je veux dire, à la fin du chapitre, je spoile pas, mais vous faites pas l'éloge de Chirac, vous le présentez tel qu'il était, avec des faits documentés en disant, regardez Oui. tout l'apport qu'a eu le foot pour cet homme, quoi. Comme avec Macron, comme avec Chirac, et Mm. comme avec Manuel Valls, par Hollande. exemple. Ouais, Ouais, mais Manuel c'est Valls, ça bien qui est sûr. bien, c'est que c'est pas, on sent que c'est un livre qui est pas politisé. Il parle de la politique sans jamais être politisé, sans jamais prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Alors quand des mecs font mal, et peut-être qu'on peut commencer à en parler pour changer un peu de Chirac, quand des mecs font mal, vous le dites aussi, quoi. Bah, on a l'exemple de l'équipe de la France Insoumise, alors qu'on respecte par ailleurs. Hein, on a tous des potes qui sont insoumis. Euh, et, euh, et on a été assez surpris de leur réaction. C'est-à-dire qu'on les a sollicités. Alors évidemment, le candidat, c'est toujours compliqué d'aller le chercher, surtout à ce moment-là. Et donc, on a eu quelqu'un de son équipe, on a eu Éric Coquerel, député charmant, très agréable. On a eu une discussion assez franche. Et Et passionné de foot. alors, pas tant que ça. On sent que le foot, c'est pas, à part pour Ruffin, qu'on n'a pas pu avoir pour des raisons d'agenda, c'est pas forcément le sport prédominant. Euh, et on a été très surpris parce qu'on n'avait pas oublié, nous, ce qu'avait dit Mélenchon à Marseille. On n'avait pas oublié Mélenchon au Vélodrome. On n'avait pas oublié le à jamais les premiers, le Marseille versus Paris. On n'avait pas oublié tout ça. Et on a été un peu surpris quand on s'est entendu dire que Jean-Luc n'avait pas pensé la question, que Jean-Luc n'était pas concerné, que le foot, ça lui passait des années-lumière au-dessus de la tête. Pour un candidat qui est élu à Marseille, c'est quand même une condition sine qua non. Et puis, on a été un peu surpris parce que de la part de quelqu'un qui est candidat à la présidentielle, ne pas avoir un discours sur le foot en tant que filière économique, ne pas avoir un discours autour de ce que représente le foot en termes de valeur, d'inclusion, on attendait davantage. Bon, alors peut-être qu'on arrivait trop tôt dans la campagne, peut-être qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire leur programme, mais ça dit aussi beaucoup. C'est-à-dire que nous, sur cette campagne présidentielle-là, on a vraiment senti une impréparation, c'est-à-dire une véritable difficulté à envisager le sport et le foot comme quelque chose de sérieux.
Et ça, c'était un peu comme tous les autres sujets autres que l'insécurité, la sécurité, l'immigration, etc. J'ai l'impression que, on parle très peu d'économie aujourd'hui, on parle d'écologie aujourd'hui, on parle très peu de, on va très peu dans le fond des programmes finalement. Alors, je suis d'accord avec toi, mais là, c'était même quelque chose d'assez caricatural. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, certains programmes, au départ, il n'y avait pas de sport dedans. Alors, qu'on ne parle pas de sport, c'est une chose. Aujourd'hui, on parle d'une filière qui pèse plus que le cinéma français. On parle de retombées qui se comptent en dizaines de milliards d'euros. On parle de centaines de milliers d'emplois, sans parler les bénévoles et les autres. On parle aussi d'acteurs qui, aujourd'hui, sont parmi les plus médiatisés. Nous, on a fait le compte sur les 10 dernières années des meilleures audiences télé. Ouais, Que du j'ai vu foot. ça. Sauf Macron. Ouais. Sauf Macron quand il parle de coronavirus. Ça dit quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, si une finale de Coupe du Monde touche très directement la moitié de l'humanité, la chose qui rassemble les Français, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le football. Et donc, un candidat à la présidentielle, il a l'obligation d'en parler. Et il a surtout l'obligation de le penser. Parce qu'il y a les prêts garantis par l'État, parce que c'est une filière aussi à protéger, parce que c'est bien beau de s'afficher avec Mbappé quand on peut le faire. Mais à un moment donné, pour qu'il y ait des futurs Mbappé et pour qu'il y ait d'autres gens, il faut qu'il y ait une filiarisation, il faut qu'il y ait des moyens, des éducateurs. Et pas que le foot, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui, grâce au foot, est reversé dans les autres fédérations et qui permet d'entretenir. C'est ça. Et on a été très surpris par ça. D'entendre par exemple des élus de grandes villes aller contre les intérêts des clubs locaux. Imaginez par exemple Lyon sans l'Olympique lyonnais. La mairie en place, elle est plutôt hostile à la marchandisation du sport. Encore une fois, on peut l'entendre. Hein. Mais je ne suis pas sûr que ce discours-là serait passé. Je ne suis pas sûr que ces gens-là auraient été élus s'ils avaient tenu objectivement ce discours-là. On a deux questions du chat. Une de Captain Valou, que je vais reformuler un petit peu, qui nous demande en fait, est-ce que j'ai raté la partie sur l'impact du programme sportif de Mélenchon sur le foot s'il était élu? La question du coup qui en découle, c'est est-ce que vous avez étudié un petit peu les programmes après ou pendant la rédaction du bouquin? C'est-à-dire après les interviews que vous aviez faites, je crois, en été dernier ou printemps dernier, 2021. Est-ce que vous avez étudié un petit peu les programmes et est-ce que vous avez écrit et rédigé des articles des chapitres en fonction de ces programmes-là? Alors, on aurait aimé avoir les programmes, c'est pas faute de les avoir cherchés. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où on a rendu le bouquin, les programmes étaient soit en cours de construction, soit en cours d'imagination, soit en concours, soit en cours de pompage à droite à gauche. À titre personnel, moi, j'ai été sollicité quand même par pas mal d'entourage de candidats pour ça. J'ai aussi des gens très sympathiques de certains partis politiques qui sont venus tenter de m'intimider via Twitter pour m'expliquer à quel point le programme sport de leur candidat il était vraiment intéressant. Donc, je ne me positionnerai pas sur les programmes des uns et des autres, parce que certains, par exemple, se sont amusés à reprendre des propositions qu'on avait formulées dans le cadre d'une note publique. Je laisse les gens retrouver. D'autres se sont amusés à reprendre des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ça se voit. Et très honnêtement, si vous croyez aux programmes qui vous sont donnés pour la présidentielle, c'est comme les promesses. Hein. Elles n'engagent que ceux qui y croient. On est face à ça. C'est-à-dire que les programmes des candidats, je les veux bien. Hein. Mais aujourd'hui, sur tous les candidats qu'on a vus, il n'y en a aucun qui est capable de comprendre l'écosystème sportif dans sa complexité, parce que même les gens, parfois, du sport ont du mal à le faire. Je ne vois aucun candidat qui, aujourd'hui, ait une compréhension suffisamment fine et qui soit capable de mêler à la fois les enjeux sociétaux, les enjeux économiques et les enjeux géopolitiques. Parce que c'est très compliqué aussi. C'est pas quelque chose qu'on Parce que c'est compliqué, mais par définition, être président de la République ou présidente de la République, c'est compliqué. Oui, a priori, c'est pas quelque chose. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu, moi, le niveau d'intellectualisation et de maîtrise qui est lié à ce niveau de responsabilité-là. Non, mais du coup, pour revenir à la question, du coup, vous n'avez pas orienté votre façon d'écriture en fonction des différentes propositions qu'il pouvait y avoir, qu'elles soient intéressantes ou non, dans les programmes des candidats. Je vais même aller te répondre. C'est plus de l'image que vous avez pu juger sur. Autrement, déjà, les programmes n'existaient pas. Ce qui augure bien d'un problème, c'est que quand tes programmes n'existent pas, c'est qu'ils sont montés. Ça veut dire que tu montes un programme 3 mois avant, c'est-à-dire que tu n'as pas réfléchi pendant les 5 ans précédents. On a rencontré des gens qui ont construit des programmes, on n'a pas forcément été convaincus. C'est aussi pour ça qu'on s'est détaché aussi de ce qui était disponible.
On aurait aimé davantage, par exemple, parler aux gens d'Europe Écologie Les Verts. Faut croire qu'on ne devait pas être suffisamment intéressant. On a eu l'occasion de le faire avec des gens justement de génération. On l'a fait avec des insoumis qui étaient hors mouvement. On l'a fait avec des gens du PS. On l'a fait avec des gens de LR, des gens de LREM. On a vu une compréhension des problématiques. On n'a pas forcément vu une maîtrise complète de tout, ce qui est quand même étonnant. Et ça, moi, c'est ma déception dans le bouquin. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à tomber sur des spécialistes. Je m'attendais vraiment à tomber sur un vrai niveau de compétence. Et j'ai été assez désagréablement déçu. Je pense que le sport reste, et le foot en premier, comme quelque chose de fortement déceptif et qui, objectivement, est juste un truc qu'il faut cocher dans la longue liste des sujets qu'il faut aborder, quoi. Pourtant, tu parlais. Vas-y. Tu veux reposer En une fait, j'avais question, Val? il y a Jules qui posait une question dans le chat. Ouais, Est-ce que vas-y, c'est parce vas-y. qu'il y a les fédés qui sont des instances politiques qui organisent tout ça que les candidats et les gouvernements le délaissent? Alors, déjà, si les fédés étaient complètement autonomes, ça se saurait. On peut parler de Ça, la politique. c'est un discours que tenait, t'en parles dans le bouquin, mais c'est un discours que tenait un peu François Hollande, non? Le côté, c'est à la Fédé de gérer. Ouais, c'est pas aux Oui, mais politiques de tout enfin, gérer. on se rend compte que l'image du président normal, bah, on a vu ce que ça a donné. Mm. Il y a un moment donné, ta responsabilité, c'est aussi d'être là. Et à vouloir faire exactement l'inverse de Nicolas Sarkozy, bah, malheureusement, la trace de François Hollande, qui pourtant connaît le sport, n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu faire. Alors, l'idée, c'est pas qu'un président soit omniscient ou omnipotent, parce que c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, et on rendra toujours grâce à François Hollande d'avoir été là pour les attentats. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les fédés ne sont pas déconnectés du politique. Elles ont des élus, donc ce sont des mouvements aussi politiques. Elles ont aussi des responsabilités. Puis à côté des fédérations, il y a des ligues professionnelles, il y a des acteurs professionnels. Et ceux-là, ils ont besoin d'être aidés au même titre que n'importe quel type d'entreprise. C'est à ça que sert le pouvoir politique aussi. Et on n'a pas vu cette considération pour l'écosystème sportif. Et je ne parle pas que du foot. Hein. Mais le foot, c'était caricatural, c'est-à-dire méconnaître les budgets des clubs, méconnaître la valorisation du championnat de France, être incapable de savoir le niveau d'audience moyen, ne pas connaître simplement les clubs de la ville dans lesquels ils sont élus, c'est quand même plus gênant. On a eu ça. Donc, après, ils ont forcément des conseillers, ils ne peuvent pas tout savoir sur tout. Et c'est vrai que vous ne faites pas élire sur du sport. Par contre, vous pouvez gentiment vous faire, comment dire, Gagner des voix. non, vous pouvez en perdre. Et on l'a vu, c'est les 3-4 anecdotes. Alors, on parle de Christine Boutin, de Cédric Villani, mais on a aussi parlé d'Anne Hidalgo, qui s'est prise de passion pour le Paris Saint-Germain. Bon, bah, tant mieux pour elle, c'est super. Mais on l'aurait attendu davantage. En plus, elle a fait du sport à un assez bon niveau. Elle a une connaissance de ce que ça doit être, et puis elle est entourée. Bah, on ne l'a pas vu, ça. Et on a été assez surpris. Et sur le foot, il y a un côté repoussoir. Surtout l'écart entre un Carl Olive, par exemple, et, et d'autres candidats qu'on a pu voir, ou de gens qui entourent et conseillent les candidats, bah, il y a un écart qui est abyssal. Et quand on voit la carrière de Carl Olive, on comprend. Et c'est là où, quand vous êtes une force politique, vous devez aller chercher des gens compétents. Et ces gens-là, on ne les a pas forcément vus dans les entourages. Carl Olive qui a enfin complètement un chapitre qui lui est dédié. Alors, on ne s'était pas prévu au départ. On l'a rencontré, on devait le voir 2 fois à Poissy, on le voit une fois. L'entretien dure 2 heures. On a compris d'abord qu'il aimait le foot et qu'il le connaissait. On a été très surpris, on le raconte dans le livre. Je ne vais pas spoiler. Il y a un moment assez émouvant, on ne s'attendait pas à ça. Puis c'était pas fin. Il y a une vraie sincérité sur certains moments de sa vie qui sont. Voilà. Sa sœur était au CNOSF, Brigitte Henriquez. Elle a fait beaucoup pour le foot au féminin aussi. Et on sent que c'est une famille de sportifs qui connaît aussi l'action politique. Après, le mec est entraînant, hein, le mec est engageant. De toute façon, voilà. C'est une discussion qui était sympa. On nous demande s'il sera prochain ministre des Sports. J'en doute, puisque sa sœur est au CNOSF, et que donc ça ferait un conflit d'intérêts. On l'a chambré là-dessus. Hein. On est allé le chercher là-dessus, on lui a posé évidemment la question, mais nous, c'était il y a 4-5 mois. Ministre de quoi alors? Moi, j'ai une idée. J'ai une idée. Donc je la garde pour un prochain podcast.
c'est une personnalité, hein, dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un d'attachant. Il n'y a pas de fascination de mon côté, mais c'est quelqu'un de vraiment attachant. C'est-à-dire, il a quelque chose à dire, il vous le dit. Il ne vous connaît pas, il va vous rentrer dedans. Il va vous poser des questions. C'est rare, hein, que quelqu'un vous pose des questions dans une situation d'interview. C'est très rare. Et a fortiori des personnages politiques comme ça. C'est un ancien journaliste, ça se voit. Il vient aussi d'ailleurs, ça se voit. C'était intéressant. C'est pour ça qu'on est allé plus loin. C'est comme Valls. Valls, on en avait une image. Enfin, certains ont une image caricaturale. Moi, j'avais gardé l'image comment dire, du Premier ministre et de l'homme qui avait été présent lors des attentats, parce que je n'oublie pas ça. Et on a été assez surpris par l'interview. On a eu 2h30 avec lui. On était 3. C'était très bien, quoi. On lui a même fait la surprise de faire débarquer un Marseillais en cours d'entretien pour le surprendre un peu. Et on a vu derrière celui qu'on présente comme une girouette, quelqu'un en vérité qui est un binational, quelqu'un qui a 2 cultures, 2 identités, qui a eu du mal à se positionner par rapport à ça et qui continue à avoir du mal à se positionner. Ça, c'est très bien expliqué dans le bouquin, en vrai. Là, pour le coup, on n'en dit pas plus, mais c'est très bien expliqué. Et on imagine bien la difficulté des sportifs quand on voit un ancien Premier ministre qui est autant tiraillé se mettre à la place des footballeurs qui se font critiquer parce qu'ils choisissent ou non une sélection. C'est une petite aparté, mais... On comprend mieux aussi pourquoi il s'est acharné sur Benzema, c'est-à-dire sur la question de Benzema, on lui a posé la question. Hein. Ça, vous lirez tous la réponse dans le livre. Le problème, c'est pas la double appartenance. Hein. Le problème, c'est l'exemplarité. Et ça, c'est quelque chose on a eu la même chose, par exemple, en interviewant des gens très à droite. C'est cette question-là. C'est l'exemplarité du maillot parce que le drapeau a un sens, parce que ça représente un symbole national, et que, notamment pour ceux qui sont des nouveaux entrants, il n'y a pas cette banalisation. Et il y a une importance, presque une sacralisation encore plus marquée des symboles nationaux. Et donc, ils y accordent un surplus d'intérêt, d'où parfois des positions qui y apparaissent lunaires, extrêmes, dingues. Et je pense que le cas Benzema, c'est ça. Ce que les gens de foot ne peuvent pas comprendre, est-ce que des gens qui ne comprennent pas le parcours des hommes politiques qui se positionnent, en dehors de tout opportunisme. Et puis, quand vous voyez un fan de foot devant vous, ça se voit. Ça se voit, c'est sûr. C'est surtout, en fait, c'est l'inverse qui est encore plus vrai, c'est que quand tu vois un mec qui n'est pas fan de foot et qui essaie de le montrer, enfin qui essaie de montrer qu'il est fan de foot, ça se voit encore plus. Ouais. C'est surtout ça. Bon, on a fait pas mal, une bonne partie de l'échiquier politique. Il nous manque encore une petite dernière partie. Même si ça va pas mal ressembler à ce qu'on a dit sur la France Insoumise, mais c'est le Rassemblement National. Puisqu'il y a aussi un chapitre qui est dédié complètement à cette partie-là. Moi, je me suis pas mal marré. Et il y a 2-3 moments qui m'ont un peu marqué sur ce chapitre-là. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette interview? Alors, si j'ai bien compris, vous avez été voir, enfin, en termes d'interview, vous avez eu un mec qui s'appelle Aleksandar Nikolic, c'est ça? Ouais, alors c'est quelqu'un d'assez... bon, au départ, il ne faisait pas partie du spectre, hein, pour moi. C'est-à-dire, je ne voulais pas aller de ce côté-là. Après, pour des raisons qui sont liées au fait de donner la parole à tout le monde, on l'a fait. Et on n'a pas regretté parce que c'était quelqu'un d'assez touchant, d'ailleurs. Maintenant, c'est quand même très drôle d'entendre quelqu'un qui est français, se revendique comme tel, de deux ascendants étrangers, et qui vous explique que la préférence nationale doit être la norme. Bon. Ils ont un discours qui est un peu stéréotypé là-dessus, c'est-à-dire qu'en dehors de ça, on a vu un vrai passionné de sport, quelqu'un qui a vraiment travaillé ces questions-là, avec lequel on n'a pas été d'accord sur beaucoup de choses, mais qu'on a systématiquement laissé s'exprimer. On leur a donné la parole, on a écouté ce qu'ils nous ont dit, on les a parfois pris en défaut assez facilement. Mais c'est en le tout jeu. cas, on a bien compris que c'était un bon moyen de récupération politique. Ouais, enfin, il y a une phrase, moi, qui m'a bien marqué. Attends, je vais la retrouver dans le bouquin. J'ai été une page trop bas. Voilà. Où il dit l'un des problèmes du foot, c'est l'uniformisation de la culture banlieue. Regardez l'évolution. Raymond Kopa avait un prénom français, un nom polonais et un attachement à la France.
Michel Platini a un prénom français, un nom italien et un attachement à la France. Zinedine Zidane a un prénom et un nom étranger et un attachement aux deux. Enfin, Karim Benzema a un prénom et un nom étranger et un attachement plus fort à l'Algérie qu'à la France. C'est représentatif et intéressant à constater. Alors là, ce qui est très drôle, c'est que du coup, à la suite de cette question-là, on lui est un peu rentré dedans et puis on a multiplié les exemples dans l'autre sens. Et puis on a fait le point, par exemple, avec l'Allemagne, en lui expliquant que du coup, un bon Allemand, c'était quoi? Bon. Ouais, c'est vrai que c'est un bon contre-exemple. Voilà. Bon, mais en dehors de ça, et je comprends son positionnement, c'est-à-dire qu'intellectuellement, je pense qu'il validait pas tout. Il était plutôt sur une logique d'assimilation, acculturation, qui n'est pas forcément dans l'état d'esprit d'abord de l'époque et en même temps qui correspond surtout à une vision de la République qui date plutôt il y a très longtemps. Et effectivement, une récupération, c'est-à-dire que jamais vous n'avez entendu Marine Le Pen parler de foot. Et ils n'en font que lorsqu'ils peuvent justement en récupérer l'usage. Et ça, moi, je l'ai vérifié sur les 30 dernières années. On a essayé de reprendre systématiquement les positions du FN sur les 30 dernières années. Et systématiquement, c'est eux qui positionnent de manière clivante les sujets. La Marseillaise, c'est Jean-Marie Le Pen. La question de la couleur de peau dans l'équipe de France, ça n'était jamais arrivé depuis les années 30, déjà. Et dans les années 30, c'était l'équivalent des ligues d'extrême droite qui en parlaient. Et donc, on avait eu une page comme ça, blanche, pendant 40 ans où le sujet n'avait pas été politisé. Il y a beaucoup d'historiens qui interviennent aussi dans le bouquin pour parler de ça. Même récemment, le retour de Benzema, c'est eux qui en Ouais. sortent de partout. La chanson du Youssoufa. Ouais. Voilà, ben, la chanson du Youssoufa, c'est pareil. Il y a un moment donné, on voulait en parler, et puis ça faisait trop de micro-sujets. Le retour de Benzema, l'Euro, et qui est responsable de la défaite. Il y a eu tout ça. Et puis, il y a eu la question des repas halal, il y a eu la question de tout ça. Il y a un moment donné, vous avez juste envie de dire, on ne peut pas se détendre 30 secondes, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait un côté systématique et il y avait un côté je veux absolument positionner mes éléments de langage et force est de constater que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils lancent une polémique sur le sujet, elle accroche parce qu'ils ont une vraie capacité à poser l'enjeu. Après, les questions sont souvent très déconnectées de la réalité et ben, il suffit de discuter un peu avec eux. Et on voit tout de suite l'opportunisme politique parce qu'ils savent que derrière, ça fonctionne. Et j'en parlais tout à l'heure, mais le côté dynamique lié aux France-Algérie, ça les a marqués. Pour ceux qui ont oublié, 2001, la France organise à la demande insistante de Lionel Jospin un match. C'est le match France-Algérie. Ça se passe au Stade de France. Le match connaît un envahissement de terrain. La partie est arrêtée. Ça se termine très mal. Les images sont catastrophiques. La Marseillaise est huée. On a 2 ministres qui finissent blessés, entre autres. Et on est dans cette première politisation du Stade de France. Et ce match va profondément contribuer à dégrader des relations avec l'Algérie qui auraient dû permettre, qui aurait dû conduire à un resserrement des liens. Ce match était le premier jalon de la stratégie gouvernementale de Jospin. Et ça échoue. Et les images sont telles qu'elles vont desservir littéralement cette France Black Blamber dont on parlait justement avant. Dans un contexte de naïveté politique qui est sidérante. Je crois que tu as des déclarations de la ministre des Sports à l'époque qui s'attend à une fête, tout va bien se passer. Enfin, personne ne s'attend à ce que la Marseillaise soit sifflée autant. J'en profite pour citer l'excellent article de Thibault Leplat dans la revue de l'After dessus, où il revient sur le détail des faits. Et comme il participe en plus à ton bouquin, je vous recommande cet article. Ouais. Effectivement, Thibault a fait un papier là-dessus. Moi, j'avais discuté avec des gens qui avaient travaillé sur le sujet dans le cadre de thèse. Et c'est vrai que ce match-là, c'est par exemple Stanislas Frankel qui a fait sa thèse sur finalement le football algérien et ses rapports avec la France. C'est un match référence dans le mauvais sens du terme. Moi, j'ai des images de Lilian Thuram qui prend un gamin qui fait n'importe quoi, qui lui dit « Mais tu te rends pas compte que tu joues contre toi, là ?» Effectivement, ça va être le cas. C'est-à-dire qu'au FN, on nous a dit Jackpot. Jackpot, c'est-à-dire que ce match crée une dynamique. Et cette dynamique, on a juste eu à l'entretenir. Et cette dynamique, elle a permis à chaque fois qu'il y avait un problème de mobiliser le match en disant regardez, ils ne sont pas capables de respecter l'hymne, ils ne sont pas capables de. Et le il, c'était cette jeunesse issue des quartiers qui était là.
Beaucoup se demandent encore, et ça, on n'a pas forcément la réponse, beaucoup se demandent comment est parti ce mouvement d'envahissement. Et beaucoup s'interrogent sur ceux qui ont déclenché, notamment, il y a une jeune femme avec un drapeau qui est entrée la première et qui a entraîné un mouvement de foule. Et beaucoup se demandent comment, alors que le stade était sous-sécurisé, comment cette dernière a eu l'idée de faire ça. Qui est cette personne? Ça reste quelque chose qu'on apprendra probablement dans les années qui viennent. Est-ce que ce n'était pas aussi une volonté d'empêcher le rapprochement entre la France et l'Algérie? Reste à voir. Ça fait partie des questions. On est à 57 minutes de live. On peut encore poser 2-3 questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat si vous avez encore des questions, parce que ce sera probablement les dernières. Moi, je me suis fait une réflexion en lisant le bouquin. Je me suis dit ce qui était intéressant, c'était sur les personnes que vous avez interviewées, qui étaient vraiment des fins connaisseurs, et on le sentait, et je pense notamment au chapitre sur Manuel Valls, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes sur lesquelles je me suis fait la réflexion. En fait, leur vision footballistique correspond à leur vision politique. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou si c'est dans l'autre sens, mais c'est marrant, tu as des trucs qui déclinent. Par exemple, moi, je dis ça notamment parce que par rapport à une phrase de Valls où il dit sur l'aspect sécurité des stades, il ne peut rien laisser passer, il faut être hyper exigeant, hyper sécuritaire. Voilà, faut continuer les sanctions collectives et tout. Et c'est un petit peu ce qu'il avait fait aussi pendant qu'il était Premier ministre. Donc c'est marrant, je me suis fait vraiment ce parallèle-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as eu des réflexions comme ça? C'est vrai que le foot, pour eux, c'est aussi un moyen de décliner un programme et de l'appliquer dans un autre domaine d'activité. Après, sur la question justement de la sécurité des stades, on a discuté très honnêtement avec Valls. Il a dit, mais les ultras, faites comment? Et il a dit, on est allé peut-être trop loin. Lui-même? Ouais, c'est dans la partie sur les supporters où je reviens là-dessus. Alors, il a un discours de fermeté, mais il te dit qu'est-ce que moi, aux responsabilités, je pouvais faire, vu le contexte. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a toujours tendance à oublier, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de l'incident. Et l'incident qui devient un accident, qui devient un drame. Pour avoir connu Furiani, pour avoir, dans mon enfance, entendu beaucoup parler d'Hillsborough et du Heysel, moi, je sais que mon père a été profondément marqué par ça. Ça fait partie de ces choses que tu ne peux pas revivre. Et quand tu es en responsabilité, et ça, il nous l'a expliqué clairement, il nous a dit, voilà, moi, la question, là, ce n'est pas le fan de foot qui vous parle. C'est l'acteur politique à ce moment-là qui a la responsabilité pénale, qui a la responsabilité légale et qui doit se dire une chose. Est-ce que les gens que j'envoie, les familles que j'envoie, sont en sécurité? Il s'avère que quand on a fait le bouquin, on a eu le début de tous les incidents qu'on a connus cette saison. Donc, dans les stades, alors moi, il s'avère que, je me suis demandé si c'est pas moi qui portais la poisse. Sur 4 débordements, j'étais présent sur 3. Le PFC Lyon, donc le Paris Football Club contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, spécial dédicace. On s'est fait peur. Et puis surtout, on a fait ouvrir les portes pour sortir des gamins. Je me souviens aussi de certains débordements à Marseille. Le Classico à Marseille, où il n'y avait pas de supporters parisiens, ça a été très compliqué. Et des gamins serrés contre la partie qui mène à l'Orange Vélodrome, c'est-à-dire au niveau des marches, hurlant. Je me vois discuter avec des potes me disant qu'ils ne retourneront plus jamais au stade. Les bombes agricoles et les feux d'artifice qui sont tirés à hauteur de tête. Bon, c'est peut-être parce que je suis devenu père et que ce folklore-là, aujourd'hui, me passe un peu au-dessus de la tête. Mais il y a une vraie question de sécurité en France. Et moi, je l'ai vu avec le PFC Lyon. C'était pas normal. Et puis, il y a plein d'autres stades dans lesquels je suis rentré en me disant, mais le niveau de la fouille était lamentable. Et puis, j'ai refait un match encore au Vélodrome où, quand le joueur de Reims marque est étiqueté, il y a une bouteille qui vole à côté de moi. Bon. Et à côté de lui aussi, surtout. Et à côté de lui, ouais, mais voilà, mais elle vole à côté de moi, mais elle arrive à l'atteindre lui, elle arrive à ses pieds. Mais et tu puis, vois, Jean-Baptiste, moi j'avais du coup 2 questions rapides. C'est à travers ces phénomènes-là, et en lisant le bouquin, on en vient à la réflexion, j'ai l'impression qu'il serait un peu synthétique de se dire le politique, un mal nécessaire, tu vois.
Parce que, et tu prends Nice-Nat, tu prends les affaires comme ça, tu as toujours une partie d'ingérence dans les fédérations ou dans les ligues ou médias pro qui impose une intervention du politique dans le foot, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme les fédérations ou les ligues ne sont pas au niveau, les politiques soit s'engouffrent et en profitent, soit récupèrent l'événement, soit s'y investissent parce que ça a un effet. C'est nécessaire, ouais. Quand Sarkozy se retrouve face à Naïsna, alors d'abord, il a un intérêt personnel, il espère récupérer l'événement, mais il est surtout confronté à un problème, c'est que ça devient un scandale d'État. C'est-à-dire que même s'il y est pour rien, il a envoyé sa ministre là-bas, il a envoyé ses secrétaires d'État, ça se passe très mal, et il n'a pas la main. Or, c'est un scandale qui affecte l'image de la France à l'étranger, qui renvoie à l'image d'une grève permanente à laquelle on associe souvent notre pays, et cette image-là, elle est catastrophique. Et puis derrière, lui, il a des élections. C'est-à-dire qu'il doit montrer qu'il est présent. Alors, il est suractif, c'est la fameuse rencontre avec Thierry Henry, et puis c'est tout le reste. Mais ces questions-là, elles se posent. C'est comme à un moment donné les questions sur le retour de Benzema. Ça devient aussi un enjeu de sécurité publique, parce que s'il revient, qu'est-ce qui se passe si vous en avez qui n'en veulent pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, pour l'instant, on est juste sur des sifflets, on est sur des situations qui aujourd'hui dépassent l'entendement. Personne n'aurait pu penser qu'on aurait eu des lancers de bouteilles à ce niveau-là. Des gens qui rentrent dans le stade et qui menacent, comme à Nice, des joueurs. C'est quoi la prochaine étape? Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un mouvement de foule avec des gamins écrasés? On l'a vu. Et donc, le politique n'a pas de choix. Il est obligé de s'immiscer. Le gros problème, c'est l'absence de dialogue. Parce qu'on n'a pas d'organisation suffisamment représentative pour les supporters, que les clubs, ils sont quand même gentiment enclins à préférer des gentils consommateurs à des supporters responsables, que les ultras ne sont pas forcément bien représentés, et que le foot français a énormément à apprendre de ses voisins. Après, il ne faut pas s'étonner, quoi. C'est-à-dire, oui, le politique va aussi là où il y a un problème, parce que c'est une question d'image, une question de responsabilité. Ce qu'il faut, c'est des structures de dialogue où tout le monde puisse échanger. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, le positionnement de Sacha Houlier. Ouais, bah, c'est typiquement à ça que je pensais avec l'affaire Mediapro, où en fait, il s'est dit, mais je ne peux pas rester passif vis-à-vis de tout ça, quoi. Voilà. Et avec les supporters. Ouais. Exactement. Ouais, ils sont pas vraiment du sujet. Et c'est quelqu'un qui comprend aussi cette culture-là, c'est-à-dire qui comprend que, je suis désolé, mais craquer un fumigène dans un stade, ok, ça peut être dangereux, mais si c'est encadré, c'est pas un problème. Et en faire une sorte de ligne rouge, ça paraît débile, et c'est objectivement débile. C'est-à-dire que si demain tu mets un espace où tu peux craquer des fumigènes, déjà ça permettra à la LFP de faire gentiment sa com en utilisant les images sans avoir derrière à sanctionner. Et puis surtout, tu vas montrer aux gens comment s'en servir. Je prends un exemple. Encore une fois, j'étais à Marseille et j'étais là pour un match, je crois que c'était un match de Coupe d'Europe. Et à un moment donné, il craque un fumigène derrière moi. Je suis en virage avec des potes de la famille et tout. Ça craque un fumigène. Et le mec fait n'importe quoi. Il y a un capot qui est arrivé. Mais Camille, il ne tape au mec. Genre, mais plus jamais. Il lui a dit, plus jamais de ta vie, tu touches un fumigène ici. Tu te rappelles pas sur l'événement à Lyon, ouais. le truc de Payet, on Le mec a voit genre lancé 10 la minutes bouteille, après un plan sur la tribune des Bad Guns Voilà. et le mec, le capot, fout une énorme torgnole au mec en question qui a balancé la bouteille. Et cette autorégulation des groupes, c'est aussi une question de responsabilisation. C'est-à-dire que les groupes aujourd'hui, objectivement, à part quelques-uns qui sont listés, qu'on connaît tous, qu'on ne citera pas, la majeure partie est responsable, organisée, c'est des gens intelligents. On l'a vu par exemple, encore une fois, avec le CUP à Paris, on l'a vu ailleurs. Ils savent se tenir et ils savent discuter. Ils savent échanger. Parfois, ils ne sont pas d'accord. Parfois, ils ont besoin de se foutre sur la gueule pour s'expliquer. Bon, tant que ça ne va pas au drame et que ce n'est pas un délit ou quelque chose de pénal, voilà. Mais quand on a des acteurs responsables, on peut dialoguer. Et si on dialogue, on peut ne pas être d'accord, mais on peut avancer, on peut négocier. Et ça, c'est une solution qui marche. Ça a marché partout ailleurs. Là, on est dans un contexte post-Covid où il y a plus de violence partout en Europe. Hein. On voit même ailleurs, en Argentine et autres. Flo, hein, qui s'est baladé, a pu le constater, lui, quand il est allé en Amérique du Sud. La situation, elle est pareille partout. Ça dégénère partout. Même dans les stades de NBA, on a eu le problème. On n'a jamais eu autant de joueurs invectivés, certains prenant du pop-corn ou des bouteilles, quoi. Donc, c'est dans ce cas-là où il y a toute une réflexion à faire et on n'a pas cette culture du dialogue en France. Et notamment de respecter les supporters, notamment tes ultras. Tes ultras, ils sont là tout le temps, tu leur demandes rien, ils dépensent leur argent personnel, c'est leur vie.
Bon, du coup, petit coup de promo, j'invite à aller écouter notre épisode avec Nicolas Ourcade sous le capot parce qu'il explique un petit peu tout ça, le manque de dialogue et comment est-ce qu'ils ont essayé, eux, notamment avec la Fondation Nivelle, d'instaurer ce dialogue justement auprès entre les supporters et les instances et les clubs et tout le tintouin. Je vais d'ailleurs rebondir sur ce que tu dis là. Le podcast est d'autant plus intéressant pour l'avoir écouté pour le bouquin, l'avoir réécouté après, que Ourcade parle peu. Là, il a un format long, il est passionnant et je ne sais plus le numéro exact. C'est quoi Sous le capot, l'épisode 1 de Sous le capot. Voilà, c'est l'épisode 1 de Sous le capot et franchement, écoutez-le parce qu'il est vraiment top. On peut terminer avec une note plus légère? Vas-y. Parce que du coup, tu es devenu un peu une encyclopédie des actions politiques et du foot, mais dans l'autre sens, est-ce que, bon, moi, je te dis direct, je pensais à Didier Deschamps. Quel footballeur ou entraîneur tu verrais comme le meilleur politicard, tu vois? Je me permets de rajouter, puisque on a une question de Figo77 qui demandait si c'était pas Mbappé le footballeur politique parfait. Oui, en tout cas, clivant. Je te réponds sur Mbappé d'abord, et puis après, on va sur Deschamps. Kylian Mbappé, il a une caractéristique, c'est qu'il ne veut pas qu'on lui impose des choses. Et on le voit, par exemple, avec la gestion des droits d'image collectifs de l'équipe de France. C'est typique. Il est dans le rapport de force, il a compris que de toute façon, ça serait dans son sens. Il a décidé de disrupter. Presque macronien dans l'âme. Moi, c'est limite dommage qu'il soit payé par le Qatar, je trouve. Ça sera peut-être plus le cas bientôt. Ce ne sera plus le cas bientôt, je te confirme. Tu vois ma déception, mais rien n'est joué. Non, mais je te dis que je trouve ça dommage parce que c'est le genre ouais, ça fausse un peu le message. Quoi. Non, mais c'est même le joueur ou de personnage qu'on aurait pu entendre sur la question de la Coupe du Monde en Europe. Je pense que tu l'entendras. Sur cette question-là. Parce que je pense que ça fait partie de sa stratégie. Après, d'abord, tu as des clauses de confidentialité et tu as des clauses, à mon avis, dans son contrat avec le PSG qui doivent contractuellement l'empêcher de prendre position contre son employeur. C'est sûr. Et puis, je pense que c'est peut-être pas le bon moment parce qu'il a une Coupe du Monde à préparer, qu'il n'a pas envie que l'attention soit sur lui, que de toute façon, il y a déjà suffisamment d'acteurs qui regardent. Et encore une fois, c'est facile, ça on le dit dans le bouquin, mais de charger de charger les footeux, quoi. Ils font quoi les autres? Ceux qui sont allés vendre des stades là-bas, ceux qui sont allés les construire, les expats, les super influenceurs que tout le monde suit sur Instagram avec 1 million de followers tu les aimes bien, eux. Et qui font nimp en mode les Marseillais, ils font quoi? Non, parce qu'eux, on les entend pas. Par contre, les avantages fiscaux, ils y vont. Bon, voilà. Moi, je veux bien qu'on demande aux sportifs de se responsabiliser, mais le reste de la société, il attend que les sportifs se bougent. Donc, voilà. Non, pour en revenir à la question du politique parfait, et Didier Deschamps, évidemment, je comptais énormément sur Michel Platini. J'espérais beaucoup. Oui, mais trop pur Platini pour être le vrai politique, tu vois. Et puis trop frontal, je pense. Ouais. Trop capable d'exprimer ce qu'il pense vraiment. Après, il y a des joueurs qui ont été très bons. Hein. Boban, mais il est parti du côté obscur d'Infantino. Shevchenko, dont on voit l'engagement. C'est quelqu'un qui, après cette guerre, et souhaitons qu'elle s'arrête le plus tôt possible, va être intéressant à suivre parce qu'il a pris position, parce qu'il a coché quasiment toutes les cases. Il y a aussi. Il y a Weah qui est. Alors Weah, moi je suis plus dubitatif parce que pour gagner son élection au Liberia et pour pas perdre une nouvelle fois, il a été obligé de faire beaucoup de concessions et notamment de s'allier avec des gens qui sont objectivement pas fréquentables. Ça a affecté sa cote de popularité. On verra si Didier Drogba arrive enfin à candidater si l'élection donc à la Fédé ivoirienne se tient. J'attends de voir aussi à quel point Samuel Eto'o va être étonnant. Et puis, on n'est pas à l'abri de voir des acteurs en Algérie. Ça peut être sympa. Et puis, on a quand même une sacrée génération de joueurs en France, là. Quand ils auront terminé leur carrière, ça peut être sympa de voir ça. Ouais. On avait regardé il y en a déjà plein qui prennent position à gauche, à droite. Je pense à Jules Koundé, par exemple, qui est très investi sur plein de questions comme ça. Voilà. On a assez vu, enfin, on a regardé, au départ, on avait prévu un chapitre entier sur l'engagement des joueurs. On a dû l'enlever pour des questions de place. Et on s'est rendu compte que, en général, ils ne s'engageaient pas sur des scrutins nationaux. Ils allaient sur des scrutins locaux. Et c'était beaucoup de l'engagement local, d'abord pour des raisons de compétences, d'emploi du temps, de confort, de connaissance de l'écosystème.
et ça fonctionnait plus ou moins bien. Mais j'ai pas le souvenir en tout cas qu'on ait trouvé de joueurs engagés au-delà, c'est-à-dire échelon Assemblée nationale ou échelon sénatorial, c'est-à-dire des fonctions avec des représentations nationales. Vikash Oui, dans ça. oui, c'est bon. le seul. Ouais. Ouais. Mais non, tu as juste eu, je crois, c'était Mandanda et Cabaye qui étaient allés voir un meeting de Macron à Londres, mais ouais, c'est très rare. Et encore, ça avait été mis en scène. Et c'était lié au soutien qu'Emmanuel Macron leur avait apporté. Puis ça correspondait aussi finalement à ce qu'il représentait. Ouais. Mais c'est vrai qu'en dehors de Vikash, je trouve qu'il s'est un peu perdu d'ailleurs. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que tu gardes l'image du mec qui s'est fait licencier à Paris, tu gardes l'image du gars qui a marqué un but improbable en finale justement contre Marseille, tu gardes l'image de quelqu'un qui était plutôt attachant, et tu le vois avoir un discours politique qui brouille vraiment son image, et qui fait que toi, supporter, tu as du mal tu as beaucoup plus à perdre, à mon avis, en étant footballeur, en t'engageant, ou alors, il faut que tu sois capable de faire un mix entre une Colin Kaepernick et une Kobe Bryant, quoi. C'est-à-dire, tu sois capable d'être inspirant, ce qui est quand même pas gagné. C'est clair. Eh ben, écoute, en termes d'inspiration, en tout cas, nous, on vous recommande justement ce magnifique bouquin. La République du foot, sorti le 31 mars. Demain. Ruez-vous dans vos librairies indépendantes. Et puis, si vous n'avez pas de librairie indépendante, éventuellement, vous pouvez commander sur la Fnac ou Amazon ou toutes les autres plateformes de distribution. Je pense que ça fonctionne très bien. Ouais. Et rassurer les petits lecteurs, comme le disait JB, il n'y a pas peur de ces 330 pages, ça se lit vraiment très vite. C'est hyper accessible. Et c'est surtout, ça se lit, c'est des chapitres de 20, 25, 30 pages. Ouais, on l'a construit comme ça. Hein. On est parti sur un bouquin très court, avec des chapitres qui ne font pas plus de 20 pages. Facile à lire, un petit trajet dans le métro, un petit chapitre à gauche, à droite, aux toilettes, où vous voulez. Finalement, ça se lit très bien et c'est très facilement. Et vous pouvez même l'offrir. C'est-à-dire que c'est ça qui est fort. C'est que vous n'êtes pas forcé de le lire uniquement pour vous. Mais nous, on va l'offrir. Vous l'offrez. Voilà. Et d'ailleurs, on va l'offrir avec 11e art. Il y a un concours qui va être organisé avec Amphora. Et donc, l'un des heureux gagnants pourra repartir avec le livre. Ce livre sera probablement dédicacé. Et ce sera très, très cool. On va en faire gagner plusieurs, 4-5, je pense que ça sera sympa. Donc voilà, merci à tous ceux qui étaient sur le live. Merci Kickstarter, je veux te dire merci, c'est très sympa. Merci d'avoir suivi. De toutes les manières, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là pendant ce live ou qui n'ont entendu qu'une partie, on repartagera ça incessamment sous peu. Si ce n'est pas ce soir, ce sera demain sur les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify et YouTube, évidemment, avec le format vidéo. Merci de nous avoir suivis. JB, merci à toi pour avoir pris un petit peu de temps. Bon courage pour cette promo. Et bravo pour le livre. Bravo, merci les gars pour la force et le soutien. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, il faut toujours être reconnaissant des gens quand ils sont sympas avec vous. Donc vous êtes sympas avec nous. Et vous êtes dedans, les gars. Car vous êtes dedans. On est dedans. Vous êtes dedans. On a une petite note pour nous qui est très sympa. Voilà. Merci beaucoup JB, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur 11e art. Ciao. Bye.